et on n'a pas le temps de passer au réel. Bon alors, la fabrication additive. Donc, je me présente, Jean-Marc Quesnay, je suis chargé innovation à SSF depuis 1 an, et je vais présenter avec Christophe Desnoué, qui est du SLM, enfin qui était du SLM, du service logistique de la marine à Brest, et qui était responsable du Fab Lab, et qui a lancé largement le Fab Lab à Brest au SLM. Et qui maintenant est à l'EMM, il n'est plus SLM. Bon, c'est encore un drame, on mute les gens qui font de l'innovation. Voilà. C'est un autre combat, c'est comment laisser les innovateurs en poste quand ils sont doués. Bon, ben voilà, il y a Christophe Desnoué, il en est un parfait exemple, c'est une autre difficulté. Voilà, donc c'est commun entre service logistique de la marine, service soutien de la flotte, Naval Group, qui a largement participé à lancer les innovations côté fabrication additive polymère sur les bateaux, et le porte-avions avec qui on a une relation privilégiée en la matière. Bon, j'ai celle-là. Voilà, donc j'ai pas besoin de ça. Donc je vais introduire le sujet, et ensuite on regarde le retour d'expérience 19 et 20, principalement sur PACDG et PHA, porte-hélicoptère amphibie. Les expériences en cours sur le PACDG qui sont en train de se terminer, l'expérimentation d'une blockchain pour tracer toutes nos actions sur la machine du porte-avions cette année, on continuera, tout ça, ça se continue, l'acculturation sur les autres bâtiments, le Fab Lab et l'expérience du SLM, Christophe en dira un mot. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? La mise en place d'une organisation, et on fait un écart sur un premier exemple de suivi de production pour le cadre de fabrication additive métallique. Mais bon, c'est un peu à côté du sujet, mais c'est quand même très intéressant parce qu'on a pu suivre un cas de bout en bout. Et on est en train d'ailleurs d'admettre cet objet en service, quoi, dans nos stocks. Et une conclusion. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une accélération de l'histoire, alors surtout côté armée de terre. Ils ont profité de la crise Covid, ils ont été très malins, hein. Ils ont dit oh là là, il y a une crise Covid. Et les FANA innovation fabrication additive ont dit il faut acheter 51 Ultimaker S5, les mettre à Bourges ou à Tulle, à Bourges, et on va produire des masques. Voilà. Bon, je pense que ils ont vraiment très bien rusé, c'était très très bien joué. Donc du coup, ils ont eu 51 Ultimaker, parce que bon, nous, l'administration, on a beaucoup de mal à acheter, donc avoir 51 machines d'un coup, c'est exceptionnel. Et une fois que la crise de 2020, enfin la première bosse s'est passée, bon, ils sont passés dans une phase un tout petit peu moins critique du point de vue Covid, et ils ont bénéficié de leurs Ultimakers, ils ont commencé à distribuer les machines dans les régiments du matériel. Donc voilà, ils les ont mis un peu partout. Ils ont bien mis en place une gouvernance, hein. Il y a bien un régiment qui est plutôt chargé du BE là, à Tulle, et avec une distribution sur d'autres parties, dans d'autres régiments. Il y a tous les centres, tous les régiments de production. Il y a une école de formation à Bourges. Voilà, et il y a le SMITER et la SMIT qui font un peu la gouvernance. Donc ils ont mis en place la gouvernance avec une parution d'un certain nombre de textes. Ils ont mis en place une procédure et ils ont mis en place une centralisation et le suivi. Donc c'est complètement opérationnel. Ils scannent des pièces, ils ont 700 pièces scannées, ils ont une trentaine de pièces déjà homologuées. Alors ça avance très lentement, mais ils ont ils ont lancé le train. Donc on s'est dit qu'il fallait se rattacher à cette dynamique et se situer un peu dans ce sillage, dans cette vague. Et donc nous, en 19-20, qu'est-ce qui s'est passé sur PACDG et PHA? Il y a eu une phase de découverte sous l'impulsion de Naval Group, donc, auquel il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Voilà, donc expérience sur PACDG à partir de 2019, donc une Fortus 450 MC et un scanner 3D. Donc
Et sur PHA, c'est un an avant, depuis 2019, plutôt une REST 3D. Et sur toutes les missions Jeanne d'Arc avec des expériences soutenues par Naval Group. Donc c'est des machines Naval Group qui permettent de produire un certain nombre de pièces. Donc il y a eu gros engouement des bords, principalement pour des pièces de commodité, mais aussi pour des pièces, bon, par exemple une pièce de levage, voilà, sur PHA, des masques Covid, donc là c'est une clé de four, là c'est une clé osmoseur je pense, et ça c'est une vanne, enfin un raccord de vanne. Et alors, évidemment, se pose le problème, s'est posé assez vite le problème, tant qu'on fait des pièces de commodité, enfin des clés ou des masques, c'est pas, il n'y a pas de question. Bon. Mais dès qu'on fait des pièces qui peuvent intervenir dans la sécurité, bon, des pièces qui servent au levage de charges lourdes, ben, si elles cassent, qui est responsable? Puisque si les bords ont produit, nous, SSF, on est chargé du MCO, donc quelque part, on engage là notre responsabilité sur toutes les pièces qui sont à bord des bateaux. Donc, donc notre première action, c'est de dire, bon, on veut tracer tout ça. Le but n'est pas d'interdire aux bords de produire, puisqu'ils agissent dans une urgence opérationnelle. Mais normalement, il faut qu'on soit au courant. On n'a pas le droit de ne pas être au courant de la configuration du navire. Voilà, donc on était très enchanté de la phase de découverte, mais on est passé à la phase d'acculturation. Donc on est passé sur une... L'acculturation, ça veut dire que s'acculturer, ça veut dire qu'on crée des procédures et on suit des règles. C'est plus la phase de découverte où c'est un peu chacun fait ce qu'il veut et on partage autour d'une bière ou d'un café. Là, on essaie plutôt de commencer à suivre un certain nombre de procédures. Donc là, on a passé un bon de commande à ANG en particulier pour produire proprement, pour regarder comment on produisait à bord de manière serrée 5 pièces, enfin un certain nombre de pièces à bord, et de créer, de reproduire ces pièces sur la machine de NG à terre, de voir qu'il n'y avait pas trop de problèmes sur les pièces à terre, et donc d'autoriser en quelque sorte la production à la mer, et d'instruire un dossier de choix qui permet d'avoir une trace sur ce qui s'est passé avec un minimum de justification. Donc en fait, là on voit, c'est intéressant, on voit 3 types d'expériences. Donc là c'est plutôt un accouplement vanne régulation ligne frigo air sur circuit de mer. Bon, c'est une pièce super simple, elle était défectueuse, il n'y avait pas de CAO, mais elle était simple à recréer. Alors je ne sais pas si c'était avec le scanner ou ils ont recréé la CO parce que c'est super simple. Les risques étaient faibles, le moment de torsion était limité, donc bon, le dossier de choix ne posait aucun problème. Après là, on a une pièce plus intéressante, c'est l'accouplement d'une porte coupe-feu. Donc entre le réducteur et la porte, il y a un accouplement qui permet d'envoyer le roulement du moteur vers la porte. La pièce était défectueuse, urgence, pas réalisable en l'état, donc reconception nécessaire. Donc en fait, on avait une roue qui était un peu de ce type-là, et ils ont trouvé dans les hangars du porte-avions deux demi-coques, et entre les 2 demi-coques, ils ont mis une pièce en fabrication additive de ce type. Donc en fait, là, c'est super intéressant puisqu'il faut reconcevoir dans l'urgence une pièce qui assure les mêmes fonctions que la pièce originelle qu'on est incapable de faire à bord. Parce qu'à bord, évidemment, il y a tout un atelier. Le porte-avions, c'est quand même grand. Il y a des tours, des fraiseuses, voilà, il y a des machines classiques. Plus la machine à fabrication additive qui vient évidemment compléter utilement le dispositif de l'atelier du bord. Et voilà, donc en fait, ça, c'est un cas très intéressant. Un autre cas intéressant, c'est la clé osmoseur. Alors, elle n'est pas intéressante du point de vue de la criticité, mais c'est plutôt parce que le porte-avions l'a fait au service du Chevalier Paul. Et là, on voit qu'il y a un intérêt pour le groupe aéronaval. C'est-à-dire que, l'atelier va se trouver sur un bâtiment mer et on peut déverser aussi les bâtiments qui sont dans la flotte autour et on peut envoyer la pièce manquante sur ce bateau. Donc on en a profité pour commencer à tester la blockchain. Donc la blockchain, on a choisi comme partenaire, comme sous-traitant Vistory, avec son code MainChain, qui est une blockchain. Bon, ça permet de tracer, certifier et informer de tout ce qui se passe.
Donc ça incorpore le fait qu'on va rajouter un plan au référentiel, on va paramétrer ce plan, on va le publier, donc on va le mettre dans une zone de stockage. Alors évidemment, ça peut être fait soit à bord du PACDG, soit à terre. Alors là, il n'y avait que deux équipes, hein. Il n'y avait que l'équipe NG Arsenal et l'équipe PACDG. Là, l'équipe SLM n'était pas encore dans la boucle pour ce premier test. Et là, on partage les informations. Alors là, ça se faisait à la main, mais ou par mail, enfin sécurisé, acidifié via liaison RIFAN. Enfin, ils se débrouillaient pour faire transiter un certain nombre d'informations. Là, normalement, on va essayer de construire une zone de stockage sur le cloud sécurisé avec un certain niveau de confidentialisé dans lequel on peut aller chercher la CAO qu'on a déposée. Bon. Donc les machines, on peut activer, on n'a activé que celle de NG, là, qui est là. Bon, on peut sinon activer celles du SLM à terme, ou la machine du PACDG. Si on active celle de NG, les rapports d'exécution s'enregistrent directement, la trace est enregistrée directement sur le serveur de main chain, qui dit qu'il y a tel job qui a été effectué à telle date avec à telle heure pour telle quantité de matériel. Et le porte-avions, lui, il a une 4G qui lui permet d'envoyer quand il est près des côtes ou à quai, il peut envoyer l'information au même endroit sur l'exécution des travaux. Alors la CAO, elle est éventuellement confidentielle industrie ou diffusion restreinte, mais elle reste dans une zone de stockage protégé, diffusion restreinte. Ici, c'est juste la trace de l'exécution de travaux qui, à terme, permet d'entretenir les machines parce qu'on sait que les machines ont été utilisées, ou à NG de se faire payer parce que NG a de la propriété intellectuelle. Mais évidemment, ça ne sera pas que NG, ça sera aussi tous les fournisseurs. Donc, on pourra tracer aussi quelles pièces on a fait pour de tel et tel fournisseur. Alors ça, c'est en test, hein, c'est pas encore opérationnel. Voilà. Mais on a bien choisi le même outil que l'armée de terre. Bon, si l'armée de terre change d'outil, je pense qu'on changera d'outil parce qu'on n'est pas capable de soutenir à nous tout seul un outil de ce type. Mais pour l'instant, c'est l'outil qui est testé par la CIM, donc nous, on teste le même. Pour l'acculturation sur les autres bâtiments, on a provisionné 5 kits. Donc là, c'est des Ultimakers. Donc avec le PC et le logiciel SolidWorks. Bon, alors je passe. Ici, nous, on est dans l'administration, donc c'est toute une histoire pour approvisionner tout ça. Il faut passer 3 contrats différents sur 3 marchés différents. Les marchés sont jamais compatibles du compte d'ouvrage SSF Innovation. Il faut trouver comment reverser de l'argent de tel compte sur tel compte. C'est l'horreur. Bon, donc c'est pas grave, ça avance. On va avoir nos 5 kits et on a pu mettre un premier kit sur le BSAM Garonne qui a produit essentiellement des pièces de confort. Donc là, il y a le kit qui est livré à la Garonne et puis là, il y a des pièces plutôt pour attacher des PC, pour stabiliser un écran de PC ou l'attacher en passerelle. Voilà, ça c'est une tringle à rideau, là c'est une montre, un bracelet de montre. Ça c'est plutôt une attache pour commando, une marine, je ne sais pas trop pour quelle arme vous avez besoin d'attacher sur leur ceinture. Voilà, donc c'est quand même des pièces simples, mais qui servent énormément. Enfin, il y a une énorme demande, que ce soit à terre ou en mer, pour les pièces de confort. Ou des pièces utiles, hein, parce que quand même pour le commando, c'est toujours agréable de ne pas perdre ses outils. Je vais vous présenter donc, le Fab Lab qui a été créé au courant de l'année 2020 au service logistique de la marine de Brest. Pardon. Donc au SLM, donc à l'atelier productique du SLM. Alors le SLM, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un service qui est divisé en 2 divisions, une division atelier, une division logistique. Et donc la division atelier qui comprend à peu près 2/3 de l'effectif global. On y trouve donc des ateliers de divers corps de métier et ce Fab Lab a été créé, s'est monté au sein de l'atelier productif dans lequel on trouve des machines de fabrication soustractive ou usinage classique ou à commande numérique. Donc on a dégagé un local et qu'on a dédié donc à la fabrication additive. Donc sur cette photo-là, donc vous voyez en fait 5 machines, 2 machines américaines et 3 néerlandaises
qui ont produit pendant la période Covid du printemps 2020 environ 125 visières par jour. Les machines fonctionnaient jour et nuit, avec des process d'impression par sandwich la nuit, de façon à ce que les machines puissent produire en totale autonomie. Et ces visières-là, donc, on a atteint un chiffre de 2700 visières au bout de 4 à 5 mois, qu'on a su en fait délivrer et proposer aux services médicaux de la base navale de Brest, enfin, l'arrondissement brestois en général, en alimentant en premier donc les hôpitaux et puis les infirmeries, et en déclinant aux autres unités de la base navale de Brest, mais également de Toulon, parce qu'à l'époque, Toulon n'avait pas de machines pour produire. Aujourd'hui, le Fab Lab a 3 objectifs. Le premier, donc, c'est de rester dans la production de prototypage ou de pièces dédiées au MCO naval. Un deuxième objectif qui est de proposer en fait des machines en kit, comme vous l'avez vu sur la vignette précédente, aux navires qui en expriment le besoin. Et le troisième objectif, il est d'acculturer, comme l'a dit Jean-Marc, les équipages à ces nouvelles technologies, et donc un devoir de formation des équipages qui viennent au SLM de Brest sur 3 à 5 jours pour découvrir la fabrication additive, c'est-à-dire les logiciels de CAO avec SolidWorks, mais également les logiciels de FAO qui sont dédiés à chaque type de machine. Sur cette vignette, donc vous voyez ici, en fait, c'est une machine de la marque 3D Gens, donc c'est une marque polonaise. Donc on a accueilli au SLM de Brest cette machine à l'automne 2020 qu'on a testé pendant 3 mois. Ça nous a permis en fait de tester d'autres polymères que sont les thermoplastiques semi-cristallins qu'on retrouve énormément dans l'aéronautique, et donc de produire quelques pièces tests et des pièces prototypes pour se rendre compte en fait des capacités de ce type de machine et quelles étaient aussi potentiellement s'il y avait des implications en fait dans le MCO naval, puisque aujourd'hui ce type de machine-là sert beaucoup l'aéronautique, mais dans le MCO naval on se pose encore des questions. Et nous c'était l'occasion en fait pendant 3 mois de tester cette machine, ces polymères de nouvelle génération, et de se dire oui, il y a peut-être des applications dans le MCO naval qu'il faut encore découvrir. Alors je dis découvrir parce qu'au SLM de Brest on a les machines. Et ce qui nous manque en fait dans notre process de production, c'est la certification des pièces que l'on sort, surtout lorsque ces pièces-là vont être intégrées à des systèmes embarqués. Donc aujourd'hui, on se limite au prototypage parce qu'on n'a pas cette certification-là. Et puis on mène aussi des essais, des phases de test, comme l'a expliqué Jean-Marc. Mais c'est bien en fait l'objet de créer également un bureau d'études pour, in fine, avoir cette certification pour pouvoir alimenter notre catalogue de pièces qui serviront en fait aux équipages de demain, qui auront exprimé le besoin d'avoir un kit de machines pour pouvoir produire à la mer ou à quai en escale. Et enfin, sur le haut de la vignette ici, là, on a testé pendant 4 semaines en début d'année 2021 une machine de la marque Formlabs. Alors Formlabs en fait est très spécialisée dans la fabrication additive de polymères dits liquides. Ce sont des résines. Alors au départ, Formlabs était orienté vers tout ce qui était dentaire, donc pour faire des prothèses. Et puis tout doucement, en fait, ça s'est décliné à d'autres applications. Et donc nous, on a également voulu s'adonner à ce type de technologie un petit peu particulière, parce que la résine, elle a une durée de vie, c'est-à-dire que quand vous commandez un bac de 500 grammes ou 1 kg de résine liquide, il faut vous dire que dans 12 mois, ça y est, c'est perdu. Donc il faut véritablement penser en amont le processus d'impression, le volume de pièces à imprimer, pour éviter de gaspiller en fait le produit. L'avantage de ce type de technologie résine, c'est qu'on a un état de surface vraiment très, très propre, contrairement aux autres machines où on devine chaque couche, et donc l'état de surface n'est pas toujours très lisse. L'avantage également de la résine, c'est qu'on peut aussi produire des pièces souples qui peuvent avoir des applications dans les missions navales, comme la tulipe d'accouplement qu'on a montré sur la vignette précédente, qui elle est fabriquée dans un caoutchouc d'origine. Et si on le fabrique demain celui-ci, si demain on le fabrique via nos machines d'impression 3D, c'est peut-être avec la technologie résine qu'on va le produire, parce qu'en fait, on va avec cette résine-là reproduire la souplesse du caoutchouc,
mais également sa tenue mécanique, pour pouvoir en fait encaisser le couple de démarrage du moteur électrique qui entraîne derrière une pompe ou un autre accessoire. Et si tu peux venir sur la vignette d'avant. Donc voilà, ici sur la Garonne, donc ça c'est un BSM qui est stationné à Brest. On a livré, comme a dit Jean-Marc, en fait un kit complet. Alors le kit complet, c'est une Ultimaker 5 de marque néerlandaise qui comprend un Material Station. Donc le Material Station, en fait, permet de contenir jusqu'à 6 bobines de polymère de 500 grammes. L'avantage, c'est que ce Material Station-là, lorsque vous le laissez sous tension, il permet de maîtriser température et hygrométrie du bac. Et donc ça permet en fait de mieux conserver une bobine qui est entamée par rapport à une machine qui n'en est pas pourvue. Au-dessus, on voit donc la machine à proprement parler avec sa chambre. Et encore au-dessus, ici, hein, là où se trouve l'autocollant, voilà, c'est ce qu'on appelle le Air Manager. Donc ça, c'est un système avec un petit ventilateur et un filtre qui permet en fait de filtrer les vapeurs liées à la fusion du polymère lorsqu'il passe dans les têtes et les buses. Et donc, pourquoi on a décliné ce kit de façon complète comme ça, en 3 parties? Parce qu'en fait, au SLM de Brest, on s'est posé la question lorsqu'on imprime de l'ABS. Alors l'ABS, c'est un polymère qui contient du styrène, qui est cancérigène. Et on s'est posé la question, quand on imprime ce type de matériau, est-ce que dans l'air, on en retrouve beaucoup ou pas du tout? Donc on a mené des mesures avec un organisme, avec l'APAV, qui est venu tester pendant 24 heures ce qu'on produisait en styrène, en ABS. Donc les 5 machines étaient en production pendant 24 heures. Et l'issue, en fait, et les conclusions de l'APAV sont quand même assez rassurantes, puisqu'on retrouve dans l'air quasiment 0 ppm de styrène, et on retrouve que, je crois, 4 ppm d'alcool. Donc c'est assez rassurant. Pour autant, à bord d'un navire, on a quand même voulu borner un peu mieux l'ensemble en rajoutant ce Air Manager-là, de façon à ce que le client, entre guillemets, ait un outil complet et n'a pas à se soucier d'éventuelles vapeurs dites toxiques ou en tout cas estimées toxiques liées à la fusion de certains polymères. Alors, je pense que j'ai fini. Donc, comme l'a dit Christophe, donc on a mis en place une organisation. Donc en fait, donc c'est tout le paradoxe quand je pense que ça date de la séparation étatique industrielle. Il n'y a aucun bureau d'études qui est resté à l'État. Donc c'est le paradoxe de SSF plus SLM. On est 700 plus 1500 et on n'a pas de bureau d'études. Donc en fait, on a mis en place une sorte de sparadrap qui est le bureau des méthodes en attendant de monter en ressources humaines, quoi. Et donc en fait, c'est une structure qui est à cheval sur SSF et SLM et qui va s'appuyer sur des interventions extérieures pour chercher de l'aide pour justifier la mise à disposition d'un certain nombre d'équipements auprès de bateaux pour qu'ils aient le droit de les utiliser à la mer. Donc on a mis en place une procédure et une feuille de route. Donc il y a un certain nombre de documents qui ont été émis principalement cet été. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas encore opérationnel. Hein. La procédure est écrite, encore faut-il maintenant la faire vivre. Alors il y a le BV qui apparaît, hein, vous voyez, c'est ça. Mais il y a le bureau d'études du CEPADIS, là, de hier, des GATA, bon, on est déjà en contact. Le 13e BSMAT, donc c'est le bureau d'études de Tulle, avec qui on est en contact, mais on est plutôt en contact avec des GATA à Toulouse. L'industrie, ben, c'est Naval Group, avec principalement Naval Group, l'Arsenal de Toulon. Et le CEPN, ben oui, évidemment, on s'appuie sur le centre des programmes navals qui est sous la coupe directe de l'ENM, qui est basé à Toulon, à côté, enfin, en symbiose et à côté de DGATN. Alors, premier exemple de fabrication additive métallique, c'est un peu, en fait, cette méthode. Moi, je vais aller très vite. On a déroulé en fait un peu la façon dont le bureau d'études, futur bureau d'études ou bureau des méthodes pourra fonctionner. Donc, il y a un besoin, une pièce qui est obsolète, la pièce d'origine. Donc, c'est un racleur d'huile
de palier de ligne d'arbre de la FLF. Donc, on le scanne en 3D. Éventuellement, on fait directement la CO ou alors on déduit une CAO de ce scan en 3D. On fait la cotation, la mise en plan. On rajoute des surcouches dans les endroits où on voudra usiner parce qu'on pense que c'est un peu trop fragile si on le fait directement. On passe un imprimante 3D, on fait l'usinage, on fait les cartes dimensionnelles et on fait, la pièce est fabriquée, on fait les tests. Là, les tests vont avoir lieu sur le Courbet, sur la FLF Courbet. Et après, donc, on est passé en CGC, donc en gestion de configuration, mais expérimentale, pour autoriser l'expérimentation. Mais après, on repassera pour admettre cette pièce en service dans les stocks de manière définitive. Alors, le seul problème, c'est que quand vous passez en test de manière provisoire, vous avez en gros démontré toute la partie physique, quoi, donc la thermomécanique, je sais pas quoi, si c'est des joints d'étanchéité, l'étanchéité. Mais ce qui manque, c'est la propriété intellectuelle. C'est est-ce que cette pièce, il y a quelqu'un qui va vous reprocher de l'avoir en stock. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc il faut se poser la question. Mais enfin, pour des pièces qui sont très vieilles, très obsolètes et qui datent d'il y a 20 ans, bon, peut-être que le risque, après une enquête préliminaire, le risque diminue énormément. Bon. Alors les conclusions, évidemment, à chaque fois on répète et on convainc de plus en plus, c'est qu'on ne s'amuse pas. Alors évidemment, quand on produisait des pièces de confort sur les bateaux, on pouvait penser que les gens s'amusaient. Mais c'est bien pour réparer des pièces défectueuses. Alors après, il faut du monde, ça ne marche pas tout seul. Il faut administrer les machines, les entretenir, il faut échanger les informations, il faut gérer les bases de données. Voilà. Et si c'est pas simple, les gens ne mettent pas les CAO dans les bases de données. Si c'est trop compliqué, ils ne le font pas. Donc, il faut simplifier les tâches et jusqu'à temps que ça soit fait. Il faut soutenir les machines. Donc le SLN va devoir entretenir. Ces machines sont dûment répertoriées. Il faut assurer la MCO. Il faut acheter les bobines de rechange et approvisionner les navires. Il faut passer tous les contrats. Et il faut faire le travail de BE, constituer la capitalisation du retour d'expérience, constituer les dossiers. Alors ça, c'est plutôt pour le bureau des méthodes, parce qu'on va constituer des dossiers, on va l'envoyer au BE de hier, donc du CEPA 10S, ou alors de Tulle au BSMAT, ou après dans le privé. Et c'est transverse, donc en fait, la notion qu'il y a, c'est que les deux notions sont complètement découpées. Vous gérez un parc de machines. Donc avec l'armée de terre, on est à peu près d'accord, mais enfin c'est pas encore au point, c'est que le parc est au service de toutes les armées. Donc l'armée de terre peut très bien imprimer une pièce qui l'intéresse pour les commandos sur la machine du porte-avions. La machine, c'est simplement qu'elle est soutenue par nous, elle est soutenue par la marine. Par contre, quand c'est une pièce du MCO naval, c'est une procédure navale qui s'applique. Si c'est une pièce du terrestre, c'est le MCO terrestre qui s'applique. Si c'est le service de santé des armées, les casques anti-Covid, c'est les règles du SSA qui s'appliquent. Voilà. Donc les machines vont bien être a priori à disposition de tout le monde mais par contre le processus, nous il faut qu'on trace tout ce qui arrive sur nos machines pour pouvoir les entretenir. Et quand c'est pour nos besoins, que ce soit sur les machines marines ou les machines terre ou les machines air, c'est la procédure navale qui s'impose. Merci. Merci Jean-Marc, merci à vous. Il nous reste on a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Typiquement, combien de pièces qui ont été fabriquées? Alors là, il y a des centaines et des centaines de pièces qui ont été fabriquées, mais 99% c'est des pièces de confort. Après, à SLN, ils ont beaucoup aussi produit des pièces, il faut que tu répondes, pour les commandos, pour les fûts. En fait, les forces spéciales ont été quasiment nos premiers clients, avec qui on a tissé des liens assez forts, en tout cas avec ceux de l'Orient, jusqu'à faire la R&D, même s'il ne faut pas le dire, sur des pièces qui, eux, souhaitaient, et qu'on a développées sur 2 années pour aboutir à la pièce qui fonctionne bien, en tout cas d'après eux. Alors, quand la pièce, finalement, est vouée à être détruite, en fait, la certification en fait, n'engage que celui qui nous dit
c'est bon, on a atteint le produit que je voulais, quoi. Voilà. Mais de ces pièces-là, on en a produit une centaine. Après, il y a d'autres pièces qui sont confidentielles, mais pour les forces spéciales, je crois qu'on a dû atteindre 600 pièces déjà produites, de tout format et de toute taille, par le biais de ces machines-là, avec des polymères assez basiques. Puis après, pour les pièces mécaniques sur les bateaux, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes. Bon, celle de la Portavia, ben, c'est un exemple, mais il y en a très peu. Et on amorce en fait le virage de l'impression 3D métallique par le biais de ce que produit la société Nanovia, qui est un chimiste implanté du côté de Guingamp, qui travaille beaucoup pour l'aéronautique et le médical, et qui produit des polymères qui sont enrichis en particules, que ce soit en particules de fibre de carbone, fibre de verre, fibre de lin ou fibre métallique. Dernièrement, là, Nanovia a produit un polymère qui est enrichi en inox 316L. Et donc ce virage-là, on est en train de le prendre, en tout cas au SAM de Brest. Ce qui nous manque encore, c'est un four de frittage qui permet en fait de cuire la pièce qui sort de la machine pour que, en sortie de four, on ait une pièce métallique, 100% métallique dans les mains. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'en CAO, on prévoit le retrait en amont, de façon à ce qu'une fois que la pièce sort du four de frittage, d'un point de vue dimensionnel, on retombe sur la cotation souhaitée in fine, quoi. Merci, c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on sent que vous pourriez en parler pendant très longtemps. Malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, mais on peut en rediscuter peut-être pendant la pause café. Je vous propose, bon, déjà on va vous remercier